Donc le narrateur cherche à créer un contraste entre la fonction de cette salle qui est de donner la vie et l'atmosphère de mort qui y règne. Et là, il faut expliquer en citant à nouveau le texte. En effet, la seule vie, on va dire perceptible, se situe dans les cylindres jaunes des microscopes. Et donc là, on était ligne 8. L'équipe de scientifiques, quant à elle, on va dire que l'ambiance dans l'équipe est complètement morose. Et d'ailleurs, dans la suite du texte, on apprend que un silence de mort règne dans cette salle. 300 fécondateurs, penchés sur leurs instruments, étaient plongés dans ce silence où on ose à peine respirer. Donc ça, ce sont les lignes 12, 13, on va dire, à 14. Et donc, on peut le rajouter ici dans notre réponse. L'équipe de scientifiques, quant à elle, travaille dans une ambiance morose. Et là, on peut citer la suite du texte. 300 fécondateurs, penchés sur leurs instruments, étaient plongés dans ce silence où l'on ose à peine respirer. Donc, ligne 12 à 14. Donc, c'était l'idée ici de contraste qu'il fallait bien développer. Un contraste entre, évidemment, la fonction de l'équipe, on comprend bien ensuite qui crée la vie, et l'atmosphère de cette pièce qui est absolument lugubre, morose, et presque morbide, on y sent la mort régner. Alors, question 4, c'était un peu plus facile. Comment se sentent les étudiants durant la visite? Pourquoi? Je vous rappelle le piège de ces questions en deux parties. Généralement, vous répondez bien à la première partie et vous oubliez complètement la seconde. Ici, on vous demandait pourquoi ces étudiants se sentent donc ainsi. Alors, le passage clé dans le texte, on l'a déjà vu, une bande d'étudiants nouvellement arrivés très jeunes, Rose et un verbe, se pressait, pénétré d'une certaine appréhension, voire de quelque humilité. On a plusieurs éléments dans cette phrase. Évidemment, le verbe se pressait indique une certaine impatience de la part de cette bande d'étudiants. L'appréhension, on est ici plutôt dans le champ de la peur, un petit peu de l'attente, de l'expectative, ils savent pas trop à quoi s'attendre. Et l'humilité, ça veut dire qu'ils se sentent petits par rapport à qui? Par rapport au directeur, bien sûr, qui est donc leur guide et qui les impressionne beaucoup. Donc on avait au moins trois émotions à indiquer, et pourquoi? Il va falloir expliquer à chaque fois pourquoi. Donc les étudiants sont tout d'abord impatients de faire la visite. Donc là, je peux citer mon verbe. Il se pressait, ligne 16. Il se pressait, ligne 16. Ensuite, ils sont un peu stressés et angoissés face à l'inconnu. Ils ne savent pas à quoi s'attendre dans cette visite. Et là, je peux citer, ils sont pénétrés d'une certaine appréhension. Pénétrés d'une certaine appréhension, et on est toujours ligne 14. Enfin, face à la personnalité charismatique
du directeur. Ils se sentent tout petits. Et là, on va citer la dernière partie. Ils se sentent tout petits et font preuve d'humilité. Et on est toujours ligne 14. Donc voici la réponse qui permet à la fois d'identifier, de caractériser les émotions des étudiants pendant cette visite, et en même temps d'expliquer ces émotions, pourquoi ils sont impatients, pourquoi ils sont un peu angoissés, et pourquoi ils se sentent tout petits, pourquoi ils sont humbles. Donc il faut pas oublier à chaque fois de relier finalement l'émotion à sa cause. Ça, c'était vraiment important pour avoir tous les points. Ensuite, 5A. À quelle manipulation génétique le procédé Bokanovsky fait-il penser aujourd'hui? J'ai accepté plusieurs réponses, sachant que celle qui est attendue était celle du clonage. Il y en a certains qui m'ont décrit, sans vraiment le citer d'ailleurs, l'eugénisme, le fait de sélectionner les embryons, donc ça j'ai accepté. Et à la limite, la fécondation in vitro, même si, évidemment, le procédé Bokanovsky n'est pas exactement ça, puisqu'il s'agit tout simplement, à partir d'un seul œuf, de produire plusieurs êtres humains semblables. Donc on est plutôt ici face à du clonage. Donc le procédé Bokanovsky fait penser au clonage. Je justifie ma réponse, comme à chaque fois, et donc évidemment, ici, un œuf bokanovskifié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser. Évidemment, ça c'était la phrase à citer. Hop, donc on est ici. Et on peut donc citer un œuf bokanovskifié a la propriété de bourgeonner, de proliférer, de se diviser. On est donc ligne 37. Et surtout, cet œuf, il produit 96 êtres humains. Afin de produire 96 êtres humains. Donc là, on a la totalité de la réponse. Voici donc pour cette question 5A. Ensuite, la question 5B, alors qui a posé beaucoup de problèmes. Donc, on rappelle, le directeur donc explique aux étudiants que le procédé Bokanovsky permet de créer 96 êtres humains à partir d'un seul œuf. Donc, évidemment, il conclut le progrès. Ici, c'était la dernière phrase de ce texte. Alors, il fallait bien identifier qui parle et qui pense que c'est le progrès. Il y en a certains qui ont répondu que c'était l'auteur, Aldous Huxley, qui pensait que c'était le progrès. Évidemment, là, c'est un gros contresens, puisque la dystopie permet précisément à Huxley de dénoncer des dérives et des risques que pourrait donc encourir la société de demain si jamais les usages de la science finalement ne répondaient plus aux principes d'éthique d'aujourd'hui. Donc il fallait bien identifier qui pense que c'est le progrès. Et là, évidemment, c'était important de le préciser parce que il était attendu de votre part de repérer ici l'ironie d'Huxley qui finalement prend de la distance par rapport au discours du directeur et montre ce directeur sous un jour évidemment peu positif, peu affable. Donc la phrase « Le progrès conclut le discours du directeur sur le procédé Bokanovsky ». Cette conclusion, donc, proposée par le directeur
directeur montre à quel point la société dystopique imaginée par Huxley a inversé les valeurs, on va dire, admises aujourd'hui. Le progrès scientifique, produire 96 êtres humains identiques à partir d'un seul œuf, s'avère être en fait un cauchemar. Le progrès, évidemment, ici, c'est pas du tout ce qu'on attend du progrès. On est d'accord que produire 96 êtres, d'ailleurs avec un S, c'est beaucoup mieux, humains, identiques à partir d'un seul œuf, c'est pas un progrès, c'est un progrès scientifique, mais alors pour la société, qu'est-ce que c'est? C'est un cauchemar. C'est un cauchemar, tout bonnement et simplement. Et Huxley, d'ailleurs, se sert de cette dystopie pour dénoncer les dérives que la science pourrait avoir plus tard. Donc il faut vraiment, vraiment distinguer ce que pense le directeur, son discours, et l'objectif de l'auteur à travers ce discours. Il se sert du discours du directeur pour montrer les dérives, finalement, de la science. Et donc on arrive à la question C. Quelle remarque pouvez-vous faire sur le titre du livre? Titre du livre qu'il faut souligner et ne pas mettre entre guillemets, je vous rappelle, le meilleur des mondes. Alors le titre du livre, le meilleur des mondes, est comme la phrase le progrès ironique, bien sûr. Il s'agit plutôt du contraire, le pire des mondes, dans lequel les êtres humains sont produits à la chaîne, voire à l'identique, dans le procédé Bokanovsky. Alors ceux qui m'ont dit que Huxley, justement, présentait sa vision parfaite de la société à travers ce passage notamment, mais là, gros contresens. Vous pouvez pas dire que Huxley défend ce mode de production de l'être humain. Ça, c'est juste pas possible. La dystopie, précisément, elle permet de dénoncer et pas de défendre. Voilà, de défendre le contraire de ce qui se passe dans l'histoire. Donc, le meilleur des mondes est en réalité le pire des mondes qu'on puisse imaginer. Et qui est considéré comme le meilleur par ceux qui vivent dedans, ou en tout cas ceux qui le régissent. Ça, on peut le rajouter, hein. Il est considéré comme le meilleur par ceux qui le régissent, comme le directeur, qui présente aux étudiants ce qu'il entend comme le progrès, mais qui n'est en réalité qu'une dérive de la science. Point. Donc là, il fallait vraiment être un petit peu malin et prendre un petit peu de distance et bien comprendre que ce titre était ironique. Évidemment qu'il ne s'agit pas du meilleur des mondes, mais du pire des mondes, celui qu'on peut imaginer pour le futur et dans lequel la science finalement domine tout et la vie n'a plus aucune valeur. On produit les hommes comme on produit n'importe quelle plante ou n'importe quelle cellule. Sur la dernière question, je ne m'appesantirai pas. Simplement, n'oubliez pas quand il s'agit d'images, alors ici de couverture, pensez à décrire les couleurs, les formes,